Cette foire aux jeux, une habitude dans le canton Glo, précisément à Iraswenou, un village dans la sous-préfecture de Langibono. Ici, on ne peut se tromper, pas de division entre Mamela et Blé, les deux sous-groupes Glo. La paix et la cohésion entre enfants, jeunes, femmes et adultes sont au rendez-vous. Le jeu Lawale aussi, c'est un jeu de distraction pour toute la jeunesse, pour pouvoir oublier nos soucis et autres par rapport à tout ce que nous avons eu derrière. Non loin, d'autres faits aussi marquants. La flamme de la paix et la sortie frénétique du tam-tam parleur. Sous l'entrée majestueuse des 112 chefs coutumiers Glo. Des apparats peu ordinaires pour annoncer un événement spécial, la Journée nationale de la paix. Une initiative de la Fondation Sacré-Cœur Missionnaire de la Charité pour porter haut l'exemple de paix et de cohésion dans le canton Glo. Notre ONG a pour vision de promouvoir la dignité de l'être humain, l'amour, la charité et le partage. Et nous savons que la paix est le préalable à tous ces éléments. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de sérénité, on ne peut avoir ni développement économique, ni développement social, ni développement humain. Préserver la paix sans laquelle il n'y a point de développement, sur cette idée, élus, chefs, coutumiers et cadres sont tous unanimes. C'est un très bon moment de rassemblement, de partage et d'union. Chose que nous appelons de tout neveu dans nos régions. Nous sommes venus d'horizons divers, même si nous sommes tous Glo, mais on est venu un peu se retrouver ici à trois. Et il est important que nous nous entendions, sinon la vie n'est pas possible. Le Glo, c'est une entité. Nous allons œuvrer pour que cette paix entre les fils et les fils du Glo soit une réalité. La Journée nationale de la paix, une occasion pour la Fondation Sacré-Cœur Missionnaire de la Charité de faire parler son cœur. 1000 kits scolaires aux écoliers de familles démunies du canton Glo et du matériel pour la construction de 3 salles de classe à l'école primaire catholique de Iraswenou. Isaac de Bancolé, acteur ivoirien mondialement reconnu. Philippe Lacotte, réalisateur franco-ivoirien du film Ran, et Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, sur un même plateau. Objectif, dévoiler le synopsis de la future série événement à voir sur les antennes de la RTI. Abidjan City Club, c'est l'histoire de Fanta, une gamine de Trècheville. Son rêve, devenir championne du taekwondo. 13 épisodes de 26 minutes qui seront déclinés à l'international en 6 épisodes de 52 minutes. Voilà, donc c'est une première saison. On va lancer un casting et on va inviter beaucoup de jeunes acteurs. Acteur de cette série de 26 minutes, Isaac de Bancolé s'apprête déjà à vivre une belle expérience. L'essence même du projet à partir de ce petit synopsis, ça m'a fait rêver. C'est quelque chose que j'avais peut-être fait dans 24 heures chrono, où j'étais dans 8 épisodes de la saison 7. Mais commencer à partir, comme on dit, à partir de scratch, c'est-à-dire à partir d'une idée, à partir de 5 lignes, c'est avoir non seulement la confiance des bailleurs de fonds, mais c'est aussi avoir la confiance des acteurs, du réalisateur. Partenaire diffuseur et financier, la RTI accompagne le développement de cette série. Le tournage débute en 2018. Isaac de Bancolé et Philippe Lacotte sont deux des talents avérés de l'audiovisuel et du cinéma ivoirien. Et une partie de notre rôle, c'est aussi d'accompagner ces talents sur leur projet. Donc nous sommes doublement satisfaits. Le projet est très intéressant et les partenaires que nous avons autour de cette coproduction sont vraiment de premier plan. Depuis 2014, la RTI développe une stratégie de création et de distribution de fiction ivoirienne originale pour soutenir le développement d'une industrie locale à travers RTI Distribution. La colère gronde dans les rues de Sanaa. Le peuple se soulève contre le blocus sévère imposé par la coalition menée par l'Arabie saoudite. Riyad dit vouloir empêcher les rebelles chiites houthis de se procurer des armes, mais le blocus empêche aussi l'arrivée de l'aide humanitaire.
Ils assiègent les Yéménites jusque dans leur maison. Il n'y a pas de gaz pour la cuisine, il n'y a plus rien. Nous voyons des gens mourir chez eux à cause de la pénurie de gaz. Pourquoi tout le Yémen? Autre conséquence, les stations essence sont désertes. Quelques familles font tout de même la queue avec des bidons vides dans l'espoir d'une arrivée providentielle de gasoil. Son prix est maintenant hors de portée pour la plupart des Yéménites. Cela fait presque une semaine que nous attendons ici. Chaque jour, ils nous disent « le camion est là, le camion est là ». Mais ce n'est pas vrai. Le Yémen est un des pays les plus pauvres du monde et dépend presque entièrement des importations de nourriture, de pétrole et de médicaments. Selon les Nations Unies, 60% de la population est en insécurité alimentaire. Le nombre de cas de malnutrition a augmenté récemment. Il y a une grave pénurie de fournitures médicales et de matériel de laboratoire. Comme vous le voyez, de manière générale, on manque d'équipement médical. L'Arabie saoudite et ses alliés sont intervenus dans le conflit yéménite en 2015, dans le but de vaincre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Mais 2 ans et demi plus tard, les Houthis contrôlent toujours la capitale et la majorité du nord. Et les tensions entre les 2 grandes puissances du Moyen-Orient ne semblent pas s'apaiser. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ainsi débute le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce postulat exprime la volonté d'agir au niveau des consciences, par l'éducation à la tolérance et au respect des différences et des identités culturelles. Né sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO ne part pas de rien. Elle succède à l'Institut international de coopération internationale IICI, son précurseur qui avait fonctionné dans l'entre-deux-guerres sous l'égide de la Société des Nations SDN. Alors que rien ne semblait pouvoir endiguer la vague de barbarie qui déferlait sur la planète, les ministres de l'éducation des pays européens, agressés par l'Allemagne nazie et ses alliés, évoquent la reconstruction de leur système éducatif après le retour de la paix. Le 1er novembre 1945, une quarantaine d'États se réunissent sous l'impulsion de la France et de la Grande-Bretagne. Toutes deux très éprouvées par le conflit et décident de créer une organisation dont l'ambition serait de développer la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité à travers la promotion de la paix dans le monde et une meilleure entente entre les peuples. Le 16 novembre 1945, 37 pays signent l'acte constitutif de l'UNESCO, dont l'entrée en vigueur se fait le 4 novembre 1946, après sa ratification par 20 pays. Les années 1960 voient l'admission de nombreux pays à peine émancipés de la tutelle coloniale. En sens inverse, les États-Unis, suivis de très près par la Grande-Bretagne, claquent la porte de l'organisation au milieu des années 1980. Ils sont en effet violemment hostiles au projet phare de l'UNESCO, à savoir l'établissement d'un nouvel ordre mondial de l'information qui ambitionne de combattre l'hégémonie des pays du Nord en matière d'information en aidant les pays en développement à se doter de leurs propres organes de presse. L'opération se soldera par un échec, mais privera l'organisation près de 20 ans durant de l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Même si toutes ces promesses sont loin d'avoir été tenues, l'organisation s'est efforcée de promouvoir l'éducation, la gestion responsable des ressources de la planète, la diversité culturelle, les droits de l'homme, la libre circulation des idées et, plus récemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.